Chantal Biya, panique générale dans la salle de prestation de ses membres. Bienvenue au 20h. Où est donc Paul Biya? Mes amis, sa voix donc floue. Dans ce studio, mes amis, toute salle donc se prépare ce jour. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Tiroma qui a écouté Paul Biya, qui a trahi son patron Bello Bouba à partir des années 90 pour aller au gouvernement contre la volonté de Bello Bouba, qui voulait quand même être malgré tout président après un exil au Nigeria. Ce Tiroma-là, qui est une marionnette de Biya, qui a juré ici devant tout le monde qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. C'est-à-dire qu'il accompagne Paul Biya jusqu'à ce que celui-ci meure, étant encore président de la République. Ceux qui se mettent à suivre ces gens-là, mais ça manifeste le degré d'inculture politique, de légèreté, de superficialité auquel notre peuple est parvenu. Parce que quand quelqu'un vient vous dire j'incarne le changement, mais étudiez ce qu'il a fait dans le pays. Comment un type comme Tiroma, 20 ans, ministre, tantôt ministre des Transports, ministre de la Communication, ministre de la Formation, 20 ans ministre. Vous comptez sur quelqu'un qui a fait 20 ans de compagnie avec le tyran pour changer le pays, au point que certains d'entre vous même se mettent à écrire sur leur page Facebook que c'est lui qu'on va voter. 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce que les Camerounais ne veulent pas comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les néocolonialistes français sont en train de vouloir ajuster leurs représentants au Cameroun. Ils savent très bien que Issa Tiroma Bakari ne peut pas venir gouverner à Yaoundé. Il ne peut pas. C'est une question de fait, c'est factuel. C'est pour ça qu'il s'est réfugié à Garoua. Parce que s'il était à Yaoundé, il serait déjà en prison au CED, où il serait déjà encerclé dans sa maison, comme le président Kamto du MRC s'est retrouvé encerclé dans sa maison par les hommes de Biya. Il faut que vous compreniez donc maintenant mon explication de ce que vous ne comprenez pas. D'abord, pourquoi Tiroma se comporte-t-il comme cela? Puisque c'est Biya qui lui a permis d'être candidat. Puisque c'est Biya qui lui a donné les moyens d'être candidat. Puisque c'est Biya qui a donné les autorisations. C'est Biya qui a donné les ordres à la police, à la préfecture de le laisser. Il se comporte comme cela parce que il a été chargé d'épuiser, épuiser complètement les Camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais, à l'esprit le plus faible, se mettent à croire qu'il est vraiment l'opposant, il est vraiment le Messie et le sauveur de ce temps. Pour cela, Biya lui a donné carte blanche, d'aller même jusqu'à contester du bout des lèvres, aujourd'hui, sa victoire. Cette contestation de la victoire que Biya va faire proclamer par Clément Atangana est un test pour voir dans le pays qui veut sortir pour Tiroma. Parce que Biya se donne 2 semaines pour essayer de broyer tous ceux qui veulent sortir pour Tiroma. En laissant Tiroma proclamer symboliquement qu'il a été élu, Biya se donne 2 semaines, tout le système Biya se donne 2 semaines pour repérer ceux qui veulent leur résister et les écraser. C'est ça le but. Tiroma est un appât pour attirer ceux qui veulent mourir pour un révolutionnaire spontané de 80 ans, qui pendant 25 ans a été ministre du tyran, porte-parole du tyran, et qui a juré ses grands dieux qu'il va accompagner le tyran jusqu'à la dernière minute de sa vie, comme président à vie de la République du Cameroun. C'est un piège qui est tendu au plus naïf, au plus candide des Camerounais, par Tiroma et son patron Biya. Je tiens à vous faire remarquer qu'il dit qu'il a été élu, et ce n'est qu'à Garoua qu'il y a des incidents. On ne l'a pas laissé à Garoua par hasard. C'est pour isoler les incidents à Garoua. Manipuler les quelques centaines de partisans de Tiroma qui ont cru en lui. Les manipuler, les utiliser pour indiquer qu'il y a quand même eu une opposition dans le pays. Et ainsi, ayant isolé, ayant concentré l'espoir des Camerounais sur un individu qui était membre du pouvoir dans la ville de Garoua, une ville éloignée de centaines de kilomètres de la capitale, ayant ainsi distrait les Camerounais, Clément Atangana prépare tranquillement sa dictée, rédigée par Paul Biya, il va la lire dans la capitale. Et entre-temps, ceux qui attendaient un miracle qui viendrait du Nord n'auront plus en réalité que l'occasion de chanter et de déchanter. Et Tiroma, que vous voyez, sortira pour dire, dans l'intérêt de l'équilibre de la République, j'ai écouté la main tendue du chef de l'État, l'appel à la stabilité, etc. Et par conséquent, je décide
de participer à tout ce qui peut aider le pays. Je vous dis que nous sommes en pleine manipulation. Pourquoi? Parce que idéologiquement, ils sont du même bord. Chiroma, Bello Bouba, Biya sont tous des héritiers du néocolonialisme français. Coup de tonnerre actuellement vers le côté du Cameroun, quand c'est sélection présidentielle vers le côté du Cameroun. Alors les amis, j'espère que vous avez suivi déjà la vidéo de Franklin Nyamsi. Jusqu'à la fin, vous avez compris, vous avez vous-même écouté ce qu'il dit. Les propos qu'il propose, ce qu'il dit est tout à fait normal. Mais ce que lui ne comprend pas, ce que Franklin Nyamsi ne comprend pas, c'est que la jeunesse camerounaise veut un changement de renouvellement. Parce qu'on ne peut pas être né, on grandit, on vieillit avec une seule personne. Même si c'est le diable qu'on va déposer là-bas, c'est ce que la jeunesse veut. Franklin Nyamsi vient nous raconter ici, c'est un propos que oui, elle est claire par rapport à ce que tu racontes. C'est le système qu'ils ont fondé entre eux, les ministres. Déjà de un, les amis, comment tu es un employé dans une compagnie, tu dois être, tu es un employé dans une compagnie, comment tu vas manquer le respect au patron? C'est tout à fait fausse. Parce que Paul Biya était le patron de Issa Thioma. Et Issa Thioma avait le droit et l'obligation de respecter Paul Biya. Vous savez, Issa Thioma ici d'abord avait fait tentativement de coup d'état avant. Et ça n'avait pas marché. Donc, actuellement, il était déjà désarçé parce qu'il n'y avait pas le soutien du peuple et pas le peuple. Aujourd'hui, que le peuple lui prenne et lui dépose sur la place là, ce n'est pas que c'est Issa Thioma qui est trop la priorité des Camerounais. Parce que nous, tous on voit ici, ce n'est pas Issa Thioma qui est trop la priorité des Camerounais. On veut juste pour mettre Issa Thioma là-bas pour que les choses s'améliorent et pour que le peuple commence à prendre une initiative par rapport à Issa Thioma. Les amis, on a tous vu ici là comment les élections sont passées. On a tous vu qu'on attend les résultats et les résultats qu'on attend toujours. Les amis, vos avis en commentaire me fera plaisir. On a tout fini, hein. Vous avez compris Franklin Nyamsi. Et on ne doit pas être trop long. It motivated many native Cameroonians to join the cause of independence and fight in the long-running guerrilla war. To do this, several offshoots of UPC militias were formed and scattered across the country. Although their access to weapons was very limited, they pressed on with guerrilla warfare. Now, the UPC was a multi-ethnic movement, but the pro-independence movement was seen as particularly strong among the Bamileke and Bassa people. Hence, both were targeted by the French for severe repression. Entire villages were burnt to the ground. There were reports of forced relocation and indiscriminate killings. But with international pressure mounting, the French needed to save face. So they reluctantly let go, asking the United Nations to grant French Cameroon independence and end the trusteeship. By the time all formalities were concluded, 1960 had rolled around and French Cameroon became an independent state. With independence secured, this guy, Amadou Ahidjo, became president of the new nation. But there was just this one question that was left unanswered. How about British Cameroon? When French Cameroon gained independence in January 1960, it became the second of France's colonies in sub-Saharan Africa to become independent, the first being Guinea. But this independence was in name only. The new president, Amadou Ahidjo, aligned himself closely with France, even had many French advisors and administrators in his government. Most of the country's assets remained in the hands of French companies. This caused a great deal of concern for the people, especially the onlooking people of British Cameroon, who were asked to choose between joining neighboring Nigeria, who were set to gain their own independence later in 1960, or unite with the independent French Cameroon. You see, unlike French Cameroon, the British territory was administered as two separate areas. We had Northern Cameroons and Southern Cameroons. Northern Cameroons consisted of two sections divided by a point where Nigerian and Cameroon borders met and were governed as part of the northern region of Nigeria. Southern Cameroons, on the other hand, was administered as a province of eastern Nigeria. So, when the question was asked about what to do with this British territory, there was no easy answer. However, after some discussions which lasted for close to a year, something called a plebiscite was agreed to. This is simply the direct vote of all the members of an electorate on an important public question, such as a change in the constitution. This plebiscite was held on 11th of February 1961, and the result gave rise to what we have as Cameroon today. The Muslim majority Northern Cameroons saw a majority of 60% vote in favor of joining Nigeria, whilst the Christian majority Southern Cameroon saw 70.5% vote in favor of joining the already independent French Cameroon. Following this result,
Northern Cameroon officially became Sardauna province, a part of the northern region of Nigeria, whilst the southern Cameroons united with independent French Cameroon to become West Cameroon, one of the two federated states of the Federal Republic of Cameroon. Yeah, remember I told you this country had complicated history. But this union was not that simple. To negotiate the terms of this union, the Fonban Conference was held on the 16th to 21st of July 1961. John Ngufoncha, the leader of the Cameroon National Democratic Party and the Southern Cameroon's elected government, represented Southern Cameroons, while Ahidjo represented the independent French Cameroon. After long deliberations, they agreed to a new constitution based heavily on the version adopted in Cameroon earlier that year, but this time with a federal structure granting former British Cameroons, which is now Western Cameroon, jurisdiction over certain issues and procedural rights. Buea became the capital of West Cameroon, while Yaoundé doubled as the federal capital and East Cameroonian capital. Neither side was exactly happy with this arrangement. Ahidjo had wanted a unitary or more centralized state, as this would give him more control over decision-making in the new country. The West Cameroonians, on the other hand, wanted more protections for their language and culture. However, they had to settle on a compromise. On the 14th of August 1961, the federal constitution was adopted with Ahidjo as president. Foncha became the prime minister of West Cameroon and vice president of the Federal Republic of Cameroon. But just as the Western Cameroonians feared, this structure didn't last. Well, more on that later. Cultural differences and disagreements on power sharing have since led to violent crises of late, something called the Ambazonian War of Independence, a topic we are currently making a whole new video on, especially with regards to the oppressive rule of this guy, Paul Biya. And that brings Biya back into our story. History has not forgotten that Buea was the capital of southern Cameroon. In 1962, Paul Biya returned to Cameroon and began his long service as a bureaucrat and administrator in the Ahidjo government. He was placed in charge of foreign development aid and directly reporting to Ahidjo, gaining international financial management experience. Despite differing backgrounds, Ahidjo, a northern Muslim with limited education, and Biya, a highly educated southern Christian with interest in classical music and tennis, they became close. Under Ahidjo, Biya served as chief of the cabinet, secretary general of the presidency, and minister of state, eventually becoming Cameroon's highest ranking minister. But there were cracks in the Ahidjo government, deep cracks that resulted in a lot of tension within Cameroon. Remember the UPC, which was formed during the fight for independence? Yeah, they didn't lay down their arms after independence. They continued to demand without any political ambitions. This would eventually become a weapon. On June 30th, 1975, Ahidjo appointed Biya as Prime Minister of the United Republic of Cameroon. 4 years later, the Ahidjo government passed a law officially declaring the Prime Minister as the constitutional successor to the President. This made Paul Biya the constitutional successor should there be any reason for the President to step aside. Well, that reason came along pretty fast. Les relations entre le président Paul Biya et son prédécesseur Amadou Ahidjo. On November 4th, 1982, President Ahidjo resigned in a rather strange circumstance. The official claim was illness. Paul Biya, the then Prime Minister and Vice President of the ruling party, became President of the Republic on November 6, 1982. And that completed his rise to power. But despite resigning his position as President, Ahidjo refused to go away. He retained control of the CNU ruling party, expecting to remain influential in key decision-making. Believing he could bend Biya to his will, Ahidjo perhaps anticipated a return to power after medical treatment. However, this turned out to be a grave political miscalculation. You see, shortly after being declared president, Paul Biya quickly took steps to reshape the country in his own image. He reshuffled the cabinet in June 1983 without consulting Ahidjo. This led to tensions between both men. In August 1983, an attempt was made to remove Biya from power. This coup attempt was linked to Ahidjo, and when it failed, the former president fled to France and publicly accused Biya of abuse of power.
Ahidjo then sought to use his control over the party to sideline Biya by causing the party and not the president to set the government's agenda. This move didn't work out so well either. Biya was eventually elected to lead the party, further consolidating his power. In a move to shake off the stigma of being Ahidjo's puppet, Paul Biya called for early presidential elections in January 1984, which he won decisively. This brought the Ahidjo era to an end, although there was just this last move the ex-president had in play. You see, during his rule, Ahidjo had assembled majorly northern Muslim officers to form an elite force called the Republican Guard. Paul Biya, fearing that the force's loyalty might still be with Ahidjo, announced plans to rotate the unit. This single decision gave rise to one of the bloodiest events in the country's history. On the 6th of April 1984, the Republican Guard surrounded the presidential palace with tanks and heavy fire. They occupied the Yaoundé airport and captured the national radio station, which began playing martial music. The rebels immediately cut off the army unit responsible for defending the capital. But after 3 days of brutal fighting, armed forces loyal to Biya quashed this rebellion. The attempted coup of 1984 caused the death of more than 1,000 people, mostly civilians caught in the crossfire. Surviving this coup attempt meant Paul Biya's popularity soared. The people rallied behind him and against every opposition. This began the drift into Biya's lifelong rule. Paul Biya was a brilliant politician who understood what the people needed. He saw the restrictions under Ahidjo's regime and wanted to do better. So he promised to allow political freedom and end the police state created by Ahidjo. But there was one thing that he did that brought all Cameroonian institutions under his control. It was a genius move. Biya revitalized Cameroon's institution by imposing his image on national life and launching what became known as the New Deal concept. The guidelines of this New Deal were political freedom, moralization, and national integration. This New Deal was intended to create a Cameroon characterized by individual liberty, freer exchange of ideas, proper management of public affairs, transparency, and public accountability. It also aimed to eliminate ethnic bigotry. In the early days, it worked. One of the New Deal's goals was to improve the social and economic conditions of the people. With oil becoming a major source of revenue in the early 1980s, Biya financed New Deal programs like road construction and subsidized pricing for farmers' export crops. The government also increased investments in health and education. Between 1984 and 1985, for example, the Ministry of Health's budget rose by 32%, enabling the construction of new hospitals and clinics. The people saw Biya as the best thing to have happened to Cameroon. He knew how to get his way with words. He paid visits to the Anglophone region of the country, making promises that brought smiles to every face. Despite these early successes, Cameroonians soon realized that something was just not right, and they began to lose faith in the New Deal. You see, within 2 years of taking office, Biya made a bold move. He changed the country's name to the Republic of Cameroon, the same name it held upon independence in 1960. Anglophones were furious. Their leaders said they had not been consulted or warned in advance. They viewed the change as an attempt to erase their identity and forcefully assimilate them into the French-speaking majority. But Biya did little to quell these fears. After the failed coup of 1984, Biya understood that if he needed to rule for as long as he wanted, he had to consolidate and centralize power as much as possible. To do this, he began rewarding loyalists and punishing those who opposed him. He started investing heavily in the military, creating multiple divisions and placed people loyal to him at the top of the different military divisions. He struck a deal with the Israeli government where Israeli forces were charged with training the Presidential Guard. He bought foreign weapons, expanded and greatly improved the Air Force. He also strengthened diplomatic relations with multiple countries such as Israel, France and the United States. In 1985, Biya rebranded the CNU as Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. Soon enough, the president began restricting free speech again and grew reluctant to implement many of his initial promises. Meanwhile, the economy began deteriorating. Oil prices crashed, and the value of key exports like cocoa, cotton, coffee, and palm
This soon gave rise to strong opposition movements across the country. In the late 1980s, many African countries began adopting democracy. This inspired louder calls for political change in Cameroon. In 1989, tensions between opposition groups and the government intensified. Between April 10th and April 15th, 8 pro-democracy demonstrators were killed and several others were wounded. In retaliation, on June 25th, the opposition declared a mass general strike across Cameroon under the name Operation Ghost Town. The goal of the strike was to shut down every city in the country. The opposition sought to paralyze the national economy, cut off support for civil servants, and pressure the government to end Biya's regime and introduce democratic reforms for future elections. But Biya saw this coming. He launched a brutal campaign against his own people. The government deployed the military to re-establish public order. These soldiers were stationed in 7 of the 10 provinces and over several months used excessive force against protesters. Simultaneously, the government launched a sweeping crackdown on the press. Biya's administration established a new censorship authority to monitor media content. Independent newspapers were confiscated. Dozens of journalists staged a peaceful march protesting the bans, but the authorities cracked down even harder. Several journalists were injured during confrontations with security forces and nearly 40 were detained. By October 1991, the strike had begun to take its toll. Opposition groups and businesses struggled financially, and everyday citizens faced increasing hardship due to lack of access to goods and services. The Biya's government, on the other hand, had help from abroad. France retired part of Cameroon's debts and twice arranged for government officials to receive back pay. Additionally, the IMF sent millions of dollars for economic restructuring. These aid packages helped Biya maintain a facade of control. Over time, the government's violent suppression of protests, the perceived ineffectiveness of the strikes, and its financial stability pushed many opposition parties to accept negotiations, but this time on Biya's terms. In late October, a national conference was convened, bringing together government officials, opposition parties, media representatives, religious leaders, business stakeholders, and trade unions. However, Biya still refused to allow any reforms ahead of upcoming elections. Despite these disappointments, by late November, 41 political parties had signed an agreement with the government. The Social Democratic Front, SDF, notably refused. By the end of 1991, Cameroon had as many as 70 political parties, each fighting for its own interest. This lack of unity would later work in favor of Biya. The final outcome came with the presidential elections held in October 1992. Following a campaign marred by intimidation, violence, fraud, and electoral irregularities, Biya won with just 40% of the vote. His 2 main opponents, who together earned 55%, split the opposition vote, allowing Biya to claim victory. Although many believed the election was rigged, Biya had the crucial backing of France, the former colonial power. France, with extensive cooperation agreements in place, had strong economic interests in Cameroon, hence wanted Biya's continued rule. Foreign aid and international support gave Biya the resources he needed to remain in office during this difficult period. Well, after winning this election, Biya swiftly implemented tactical and structural strategies to retain and centralize power even more. He used repressive tactics such as arrest of opposition leaders and activists, harassment of opposition parties, including obstruction of rallies and manipulation of media coverage. There's also the party as a tool to consolidate and centralize power. The president rewards those who align themselves with the party and speak highly of him. The regime also uses state funds and authority to maintain and control every part of the government, like the country's judicial, executive, and legislative bodies. Cameroon has 2 branches at the legislative level: the Senate and the National Assembly. The Senate, which is the upper house, has 100 seats. Out of these 100 senators, the president gets to, get this, appoint 30 senators by himself. The remaining 70, 7 per region, are indirectly elected by an electoral college. 94 of the 100 senators
are affiliated with the Cameroon People's Democratic Movement, that is the ruling party. All 70 indirectly elected seats went to CPDM in the 2023 elections. Additionally, 24 of the 30 presidential appointees are CPDM members, with the remaining 6 seats distributed among various opposition parties with ties to the ruling party. Now, moving on to the National Assembly, which is the lower house with 180 seats. As of the February 2020 legislative elections, the CPDM secured 152 of the 180 seats in the National Assembly. Its closest ally, the UNDP, holds 7 seats. The remainder is made up of various opposition parties. According to the Cameroonian constitution, the president can enact laws and even dissolve the National Assembly. Paul Biya also has the power to refer matters to the Constitutional Council, which can review a law's constitutionality, but only at his request. And that brings us to the judiciary. Cameroon's Supreme Court consists of 15 judges in total, 9 titular, which are full judges, and 6 surrogate or alternate judges. All Supreme Court judges are appointed by the president, who is also the chairman of the Higher Judicial Council and leader of the ruling CPDM. In the executive arm, Paul Biya regime appoints all 10 governors to govern all the 10 regions of the country, 58 senior divisional officers for the 58 divisions in these regions, and 306 divisional officers to head over the 360 subdivisions in the country. But this state capture goes beyond just political positions. Chiefs and traditional rulers are highly respected in rural and ethnic communities. However, Paul Biya has somehow captured this respected institution as well. He ensures their allegiance to the CPDM by granting them honorary positions or national medals, providing financial incentives, vehicles, housing, or infrastructure development. He also threatens dismissal of these chiefs who support opposition parties. In many regions, chiefs publicly campaign for CPDM and even pressure villagers to vote for the ruling party during elections. This arrangement means Paul Biya doesn't need to campaign vigorously to win elections. Sometimes he doesn't even need to be in the country to rule, as his minions are everywhere reporting back. Terre nue. Il était une fois, dans cette république où les urnes dorment plus longtemps que les citoyens, un homme de Garoua qui a décidé de réveiller le pays tout entier. Son nom, Issa Chiroma Bakary, oui, le même qui a connu tous les couloirs du pouvoir, les micros du gouvernement et les fauteuils ministériels qui font tourner la tête. Cette fois, il n'est plus là pour commenter, il est là pour revendiquer et pas n'importe quoi. Une victoire écrasante. Rien que ça. Dans un pays où même pour gagner à la loterie, on te soupçonne de tricherie, Chiroma, lui, sort et dit « C'est moi le vainqueur » et Paul Biya doit reconnaître sa défaite. Depuis Garoua, son fief, le monsieur a pris le micro avec le ton du chef du village qu'on ne contredit pas. Il a parlé calmement, avec cette voix grave qu'on connaît bien, mais chaque mot tombait comme un caillou dans le plat d'une dolée politique nationale. Et pendant que certains rigolaient en disant encore une déclaration de plus, d'autres ont ouvert grand les oreilles. Parce qu'ici, quand quelqu'un de Garoua parle, Yaoundé écoute, même si c'est pour faire semblant. Mais attendez, seulement, le moment où Chiroma a dit « le régime doit reconnaître sa défaite », là même, tout le pays a retenu son souffle. Les uns ont cru à un canular, les autres ont allumé la télé pour vérifier s'il était sérieux. Eh bien oui, il l'était. Et depuis ce moment-là, l'ère politique du Cameroun s'est chargée d'électricité. Même les ventilateurs de la CRTV ne suffisent plus à rafraîchir l'atmosphère. Pendant que dans les réseaux sociaux, les Camerounais commentaient, débattaient, insultaient, félicitaient et riaient, à Garoua, c'était la fête. Les partisans de Chiroma criaient victoire, brandissaient les pancartes et dansaient comme si le pouvoir avait déjà changé de main. Et comme toujours dans ce genre d'histoire, Elekam, notre cher arbitre des urnes, jouait à cache-cache avec les résultats. 4 jours après les élections, toujours pas un chiffre, pas un mot, pas un signe. Le peuple attend, les opposants s'impatientent et les rumeurs font le tour du pays plus vite que les motos à Mokolo. Entre-temps, Chiroma, lui, occupe le terrain médiatique. Il parle, il insiste, il répète et petit à petit, son message se propage.
C'est moi le vrai gagnant. Le comble, c'est que dans sa déclaration, il cite même des chiffres entre 60 et 80% selon des tendances. On ne sait pas de quelles tendances il parle, mais apparemment elles sont très optimistes. Un cabinet américain aurait même trouvé 60 et 1,87%. On dirait un relevé bancaire. Et pendant que les chiffres volent dans tous les sens, les Camerounais, eux, se demandent depuis quand les résultats viennent d'Amérique. Mais soyons sérieux un instant, dans ce Cameroun où chaque élection ressemble à une série Netflix avec suspense, retournement de situation et fin jamais clair, ce que fait Chiroma, c'est du jamais vu depuis longtemps. Ce n'est pas juste une déclaration politique, c'est une provocation bien calculée. Regardez-moi, je ne joue plus le rôle du ministre loyal, je suis maintenant le challenger du système. Et rien que ça, c'est un tremblement de terre. D'ailleurs, le choix de Garoua pour lancer son message n'est pas innocent. Ce n'est pas seulement son fief, c'est aussi un symbole. Le Nord, c'est la terre des loyautés anciennes, des alliances silencieuses et des équilibres fragiles. Si quelqu'un de Garoua dit au régime « Le pouvoir, c'est fini pour vous », alors croyez-moi, c'est qu'il a senti le vent tourner quelque part. Alors oui, cette histoire pourrait bien ressembler à une simple bataille d'ego politique, mais à y regarder de près, elle raconte quelque chose de plus profond. La fatigue d'un peuple qui attend des résultats, la frustration d'une opposition qui refuse le silence et le malaise d'un pouvoir qui, pour une fois, semble surpris qu'on ose lui dire non. Et c'est là que tout commence. Partie 2, le grand théâtre de Garoua. Ah, Garoua, ce dimanche-là, c'était comme un film nigérian version Cameroun. Tension, suspense et improvisation totale. On aurait dit que tout le quartier avait mis ses plus beaux habits pour assister à la première projection du film Chiroma, président. Devant sa résidence, la foule s'attroupait, les téléphones filmaient, les klaxons hurlaient et dans l'air, cette odeur de mélange entre sueur, poussière et espoir politique. On pouvait entendre un gars crier « Mon frère, cette fois, c'est notre tour. Oh !» pendant qu'un autre répondait « Tant que Elekam n'a pas parlé, garde ton champagne au frigo ». Et pendant que le peuple vibrait, là-bas à Yaoundé, les visages se figeaient, parce que voyez-vous, au Cameroun, ce genre de déclaration ne se fait pas comme ça, à la légère. Revendiquer une victoire avant Elekam, c'est comme servir le repas avant la prière, on sait que ça va chauffer. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, lui-même, n'a pas tardé à sortir son ton de gendarme. Toute personne qui publiera des résultats non officiels sera poursuivie sans complaisance. Traduction du quartier, on va te ramasser proprement. Mais Chiroma, lui, n'a pas reculé d'un pas. Il a même pris cette menace comme un trophée. Il a continué à parler, à sourire, à affirmer que le peuple est derrière lui. Et quand on voit la confiance du monsieur, on se demande s'il a reçu un SMS secret de la Providence ou juste un très bon sondage de quartier. Parce que, soyons francs, au Cameroun, se proclamer vainqueur avant le verdict officiel, c'est du sport extrême. Il faut des nerfs en titane et une foi de marabout. Ce qui est drôle, c'est que depuis dimanche, on n'a plus entendu Elekam. Silence total. Eric Essous, leur directeur, avait promis de s'exprimer plusieurs fois, puis finalement, à chaque fois, reporté à une date ultérieure. Ça devient leur phrase préférée. Si l'attente était un métier, le peuple camerounais serait champion du monde. Pendant ce temps, les opposants remplissent le vide avec des chiffres, des analyses, des vidéos, des statistiques sorties de nulle part, mais tellement bien présentées que certains commencent à y croire sérieusement. Et sur les réseaux, c'est devenu une véritable foire. Donc sur Facebook, les statuts pleuvent. Félicitations au président Chiroma. Garoua libère le Cameroun. L'histoire s'écrit enfin depuis le Nord. Pendant que d'autres répliquent « Mon frère, ne te fatigue pas, dans ce pays, même si tu gagnes avec 120%, on te dira que tu as perdu ». C'est ça le Cameroun. La politique, c'est une comédie collective où chacun a déjà vu la fin, mais tout le monde continue de regarder le film. Et pourtant, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas juste du bruit, il y a de la peur aussi. Les forces de l'ordre encerclent discrètement la résidence de Chiroma, histoire de lui rappeler que le pouvoir a toujours la main lourde. Les partisans, eux, restent déterminés. On dit même qu'ils dorment devant sa maison, comme des gardiens de promesses. Le climat est tendu, mais la foi populaire ne
faiblit pas. À Garoua, on dit que même les chèvres ont compris qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Les médias, eux, font leur danse habituelle, entre prudence et ironie. Certains en parlent du bout des lèvres, d'autres font semblant de ne pas être au courant. Les plus audacieux, eux, diffusent la vidéo de Chiroma avec en titre « Le Nord s'enflamme ». Et dans les quartiers, les débats s'enchaînent. Tu crois que Biya va répondre? Répondre comment? Lui-même, il ne répond même pas aux vœux de fin d'année à temps, mais au fond, cette histoire révèle un malaise profond, l'écart entre le peuple et les institutions, car quand les gens perdent confiance en ceux qui doivent compter les voix, ils finissent par compter eux-mêmes. Et c'est là que le désordre commence. Aujourd'hui, Chiroma a ouvert une porte que beaucoup n'osaient plus pousser. Il a mis les pieds dans un territoire où seul le silence régnait, celui du doute électoral. Et une fois qu'on brise ce silence-là, tout devient possible, même l'impossible. C'est bien les rebondissements. Et celui-ci, mes amis, ne fait que commencer. Partie 3. Le pays du « on attend seulement ». Pendant que Garoua vibrait et que Yaoundé faisait mine de ne rien entendre, le reste du pays, lui, entrait dans sa phase préférée, le suspense national. Ce moment unique où tout le monde parle, mais personne ne sait vraiment. Dans les buvettes, les débats politiques ont remplacé le football. On ne discute plus du score de Barcelone. Non, on parle du fameux 66 à 70% de Chiroma. Et au quartier, chacun a déjà son calcul. Il y a toujours un oncle qui connaît quelqu'un à Elecam, un cousin qui a vu les vrais chiffres, ou une tante qui jure que son ami gendarme lui a dit que les résultats sont déjà sortis, mais on ne veut pas encore annoncer. Le Cameroun est devenu un grand groupe WhatsApp sans administrateur. Les audios circulent, les captures d'écran s'échangent, chacun a sa vérité et son scoop. On reçoit des messages du genre « Mon frère, viens voir la vidéo du vrai dépouillement à Garoua ». Et quand tu ouvres, c'est un marché avec des gens qui vendent des oignons. Le mensonge ici voyage plus vite que la vérité, surtout quand le Wi-Fi est gratuit. Mais au fond, cette situation, elle est typiquement camerounaise. Plus le pouvoir se tait, plus le peuple parle. Et plus le peuple parle, plus le pouvoir se tait. C'est comme un vieux couple où personne ne veut faire le premier pas. Pendant que Chiroma revendique, Elecam réfléchit, le gouvernement observe et le peuple soupire. On dirait un concours de patience, sauf que personne n'a inscrit son nom. Ce qui amuse, c'est que même les partisans de Chiroma ont commencé à se comporter comme un gouvernement provisoire. Certains font des plans. Quand il sera président, on va goudronner ici, on va construire là. D'autres demandent déjà des postes. Moi, je veux juste être délégué régional. Et puis, il y a les sceptiques qui lancent. Laissez-le d'abord prêter serment à Garoua, après on verra. L'humour, c'est notre bouclier national contre la déception. À Yaoundé, on reste calme, du moins en apparence, mais en coulisses, les réunions s'enchaînent. On parle de rétablir l'ordre, de rappeler à la légalité, de préserver la stabilité. Des mots bien polis pour dire qu'on va serrer la vis. Et pendant que les bureaux climatisés s'agitent, dans les quartiers, la chaleur monte. Car au Cameroun, plus on parle de calme, plus les gens sentent que la tempête n'est pas loin. Et c'est là qu'on réalise toute la beauté ironique du pays. Plus rien ne choque vraiment. Un opposant se déclare président, on rigole, un ministre menace de poursuite, on rigole encore, et Elecam disparaît dans le silence. Toujours rien, on rigole, parce que à force de vivre dans l'absurde, les Camerounais ont développé une sagesse particulière, rire pour ne pas exploser. Et c'est peut-être cette arme-là, ce rire du peuple, qui finira par faire trembler les murs du sérieux politique. Conclusion, quand le silence devient un langage national. Et voilà comment, d'un simple micro allumé à Garoua, Issa Chiroma a réussi à électriser tout un pays. Un seul discours et le Cameroun entier s'est mis à débattre, à rire, à douter, à espérer. Comme toujours, l'histoire politique ici ne se raconte pas dans les livres, mais dans les taxis, les marchés et les buvettes. Pendant que les puissants se cachent derrière des communiqués, le peuple, lui, fait ce qu'il sait faire de mieux, observer, commenter et tirer ses propres conclusions. Parce que même quand on ne nous donne pas les résultats, nous, on sait déjà comment finit le film. Mais au fond, ce que cette affaire révèle, c'est le génie collectif du Camerounais. Il a appris à vivre entre les lignes, entre promesses et patience, entre vérité et théâtre. On attend les résultats, oui, mais on ne les croit plus vraiment. On écoute les discours, mais on les traduit aussitôt dans la langue du quartier.
Donc en clair, rien ne change. C'est cette lucidité tranquille, mêlée d'ironie qui fait que même dans le chaos, le Cameroun garde son calme légendaire. On peut tout nous prendre, sauf notre capacité à rire de ce qu'on vit. Chiroma, qu'on l'aime ou qu'on le critique, a au moins réussi une chose, à briser la routine politique. Il a fait trembler le silence, réveiller les discussions, rallumer les débats. Il a rappelé que même dans un système verrouillé, la parole reste une arme. Et dans un pays où tout le monde se tait par prudence, il faut un peu de folie pour dire tout haut « Moi, j'ai gagné ». Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il rêve, mais son audace restera gravée comme un cri dans le brouillard d'un pays habitué à chuchoter. Alors, chers abonnés, à vous maintenant de parler. Est-ce que Chiroma a raison de revendiquer? Est-ce le courage ou la provocation, la foi ou la stratégie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'ici, à H24 Camer, on ne vous livre pas la vérité toute cuite. On vous la sert chaude, piquante et pleine de sauce camerounaise. Et tant que le Cameroun sera ce grand théâtre politique où chaque scène dépasse la fiction, nous serons là jour et nuit pour raconter le spectacle avec ce ton qu'aucune censure ne peut étouffer, le ton du peuple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre vos impressions en commentaire et de dire ce que vous en pensez. C'était pour vous HZO de H24 Camer.
sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine. Bam!